Eh bien, bienvenue à tous. Donc, bienvenue pour ce 11e club utilisateur. C'est déjà le 11e. Donc, nous sommes le 5 septembre 2024. Nous sommes 64 à être connectés. Nous sommes un panel qui représentatif de plusieurs centaines d'utilisateurs de MCMA qui disposent de droits d'accès. Donc, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Donc, l'objectif de ce club utilisateur, c'est de faire vivre quelque part une sorte de petit réseau des différents utilisateurs de MCMA en vous donnant la parole sur certains aspects, sur des questions que vous pourriez avoir à l'esprit, et également en vous faisant une présentation d'études, une présentation de cas de pratiques particulières que l'on peut avoir au travers de MCMA. Donc, c'est quelque chose qu'on fera régulièrement. Aujourd'hui, on vous expliquera quelques cas pratiques. C'est évidemment non exhaustif. Et donc, je remercie déjà par anticipation les personnes qui se sont portées volontaires pour nous faire une petite présentation de leur expérience utilisateur. Et donc, la réunion de ce jour va se dérouler en 4 parties. Donc, une première partie plutôt d'introduction qui vous rappellera l'historique et les évolutions de MCMA, quelques témoignages et cas d'utilisation. On vous a également transmis au cours de l'été une enquête utilisateur. Et donc, aujourd'hui est venu le temps de la restitution de cette enquête. On verra qu'il y a des résultats qui sont très intéressants. Et bien entendu, on fera un temps de questions-réponses. En fin de réunion. Donc, il est 14h10, nous devrions avoir terminé normalement avant 16h. Historique et évolution. Grégory, si tu peux avancer. Oui, c'est affiché. OK. Alors, juste déjà pour commencer, excusez-moi pour ce préambule, quelques petites règles de bonne pratique. On vous demandera de couper votre micro et votre caméra pour nous permettre d'avoir un flux plus efficace et avoir moins de latence. On vous propose également de réserver vos questions, de poser vos questions par écrit dans le chat et qui est associé à cette visioconférence, et on y répondra à la fin du webinaire. Donc, seule exception pour les cas concrets qui vous seront présentés, on aura l'occasion de pouvoir poser des questions à chaque fin de cas, à chacune des personnes qui fera la présentation. Mais sinon, pour le reste, merci d'utiliser le chat pour poser vos questions. Et enfin, petit commentaire pour terminer. Donc, ce webinaire est enregistré, donc ça vous permettra d'y avoir un nouveau accès et de vous y replonger à tête reposée ultérieurement, ou également de permettre à ceux qui n'ont pas pu se rendre disponibles aujourd'hui de pouvoir regarder ce club utilisateur. Donc, un petit rappel déjà pour commencer sur MCMA. Le MCMA, c'est un logiciel qui s'appelle Mieux connaître pour mieux agir, et qui est le résultat d'un travail collaboratif entre 5 EPF. L'EPF de Haute-Savoie, dont je suis le responsable au niveau du pôle études et développement, donc je m'appelle Vincent César. L'EPF de l'Ain également, l'EPF de l'Auvergne, l'EPF foncier Cœur de France et l'EPF de Savoie. Donc voilà, nous sommes 5 à être contributeurs et maîtres d'ouvrage sur cet outil. Donc, vous voyez sur la slide à l'écran donc les différents interlocuteurs que vous avez sur chacun de vos territoires. Donc, pour la Haute-Savoie, donc votre interlocuteur, donc c'est Vincent César. Pour la Savoie, il s'agit de Franck Baudin, responsable du pôle développement. Pour le PF de l'Ain, il s'agit de Baptiste Jameau, gestionnaire comptable et foncier. Pour le PFLI, donc Cœur de France, il s'agit de Marie Fallou, chargée de développement. Et pour l'EPF Auvergne, il s'agit de Julien Bonnet, responsable d'observation et stratégie foncière. Tu peux revenir, Grégory, pardon, sur la chronologie. Un petit rappel de la chronologie. Donc, MCMA n'est pas un outil qui est nouveau. C'est un outil qui va bientôt se rapprocher de son 10e anniversaire. En 2015, une commande a été passée au niveau de l'EPF de Haute-Savoie avec le conseil départemental de la Haute-Savoie et la DDT de Haute-Savoie, de pouvoir disposer d'un outil au service de l'action foncière au niveau du département. La Haute-Savoie est un département avec énormément de...
qui sont en carence de logements sociaux. Donc, le besoin s'est vite fait sentir pour disposer d'un outil qui n'existait pas, hein, afin d'avoir des informations beaucoup plus précises et beaucoup plus centralisées sur la thématique du foncier. Donc en 2016, suite à un appel d'offres, donc un bureau d'études a été mandaté pour mettre au point ce logiciel, un groupement même d'entreprises qui comprend Magelium, c'est une SS2I qui est en charge des développements et de la maintenance, et associé d'une AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, qu'il s'agissait de Urbanis, dont le travail était de nous apporter l'expertise sous forme de 2 marchés successifs. Ces 2 entreprises nous accompagnent dans le développement de MCMA. Donc en 2017, ensuite, d'autres EPF ont rejoint dès 2017, 4 autres EPF nous ont rejoints, ceux que je vous ai cités tout à l'heure. Un groupement de commandes s'est matérialisé dès 2020 pour pouvoir permettre d'avoir des développements mutualisés, c'était beaucoup plus pratique. Et puis sur 2023, donc beaucoup plus récemment, l'année dernière, donc vous étiez déjà peut-être au club utilisateur précédent il y a un an. Donc on a mis en place la version 6.0 qui était un véritable tournant dans l'expérience MCMA puisque l'ergonomie a été totalement refondue sur cet outil. Donc au bout d'un an d'expérience, donc on vous a proposé une enquête cet été pour avoir un retour de votre part sur votre expérience utilisateur. Et on pourrait évidemment aborder toutes ces questions aujourd'hui. En 2024, aujourd'hui, donc les développements se poursuivent au travers d'une version 6.1 qui est en cours de déploiement d'ici quelques semaines. Et donc, pour les prochaines échéances, 2025, on a évidemment des perspectives de développement qui vont se poursuivre, dont on va vous détailler le contenu tout à l'heure. Les objectifs de MCMA sont à 4 niveaux. On partait d'assez loin, c'est vrai que sur le foncier, puisqu'il n'y avait pas encore à ce moment-là de plateforme nationale. Il y avait un certain nombre de données qui étaient difficiles d'accès. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu différent, mais en tout cas, il y a une dizaine d'années, c'était assez compliqué. Donc déjà, le premier objectif, c'était de mettre à la disposition des collectivités en un seul lieu toutes les données de la thématique foncière. Toutes ces données foncières. Donc, MCMA sert vraiment d'un outil qui permet de centraliser ces données-là et de faire aussi une sorte de tri. Donc, on peut, grâce à MCMA, faire des consultations UTT. Les logements sociaux. Le deuxième objectif de MCMA, c'est de sécuriser l'accès à ces données pour garantir la protection des données personnelles. Sensibles, on traite de données personnelles, notamment sur les fichiers fonciers. Donc, il s'agissait de garantir pour les utilisateurs un usage sécurisé de leur navigation sur ces différentes données. Donc, on est conforme RGPD et il y a bien entendu un hébergement qui est sécurisé et une maintenance qui est garantie. Le troisième objectif, c'est de développer un outil qui soit à la fois simple, accessible et qui permet de faciliter l'action foncière. Donc, comme je vous l'ai indiqué, il y a beaucoup de données qui existent aujourd'hui. Donc, l'objectif, à travers MCMA, c'est de rendre cette donnée intelligible et facile d'accès pour tous les utilisateurs de données foncières et pour toutes les personnes qui sont amenées à mener une politique foncière sur leur territoire. Et donc, pour cela, on a mis, notamment à travers la version 6.0, la dernière version d'il y a un an, une version modernisée, beaucoup plus ergonomique et beaucoup plus simple d'utilisation pour les utilisateurs. Et enfin, le quatrième objectif de MCMA, c'est bien de favoriser la mise en œuvre de stratégies foncières. C'est un outil qui est destiné aux politiques, qui est destiné aux collectivités locales. C'est-à-dire, c'est à vous de vous approprier ce logiciel pour l'utiliser de la manière qui vous est la plus adaptée pour mettre en œuvre vos stratégies foncières. Donc, ça peut aller à la simple consultation. Vincent, est-ce que tu m'entends? Oui. Vincent, je t'interromps, excuse-moi, je t'interromps une seconde, c'est parce qu'on a parfois des coupures de son. Est-ce que tu pourrais couper ton image pour voir si ça améliore le débit? Ouais, qui est fait. Vous n'avez pas un coupure de son. Merci. Donc, on était sur le quatrième objectif, donc quatrième objectif qui consiste à mettre en œuvre les stratégies foncières des collectivités.
Donc, il s'agit d'aller bien entendu au-delà de la simple consultation, de l'examen de données. L'outil MCMA intègre aussi une dimension projet à travers notamment un suivi des parcelles favorites et même des secteurs de projet. Donc, on verra, c'est notamment tout ce qui concerne la traçabilité du foncier. Donc, les usages, ils sont à différents niveaux. Bien entendu, MCMA, on a différents types d'utilisateurs. On a des utilisateurs qui sont pour l'essentiel des collectivités locales, de PCI communes. Donc, MCMA leur est utile pour mettre en œuvre leur stratégie foncière, leur PAH, leur politique économique, environnementale, agricole et forestière. MCMA, c'est aussi énormément utilisé, évidemment, aussi par les EPF. C'est, comme je vous l'ai indiqué, 5 EPF qui ont constitué cet outil. Cet outil, il leur permet de rester à l'affût d'opportunités sur des secteurs de veille stratégiques, de mettre en place des plans d'action foncière en partenariat avec les collectivités locales. Donc, on est vraiment des utilisateurs très assidus de cet outil. Les conseils départementaux l'utilisent également parce que MCMA leur permet d'accéder à énormément d'informations au niveau du foncier et du logement. Donc, ça leur permet d'améliorer leurs connaissances et d'être un outil d'aide à la décision. Et pour l'État, les services de l'État, notamment les DDT, donc MCMA leur est utile à la fois pour observer, utiliser les données, mais également l'État en tant qu'aménageur, parfois même en tant qu'acquéreur, peuvent aussi utiliser cet outil. Donc, depuis l'année dernière, on est sur une version 6.0. On va vous proposer d'ici quelques jours, quelques semaines, une version 6.1 qui confirme qu'on est de plus en plus un outil qui est expert et accessible à tous. Depuis la version 6.0, donc vous avez pu examiner et remarquer cette nouvelle ergonomie et cette refonte de l'outil, qui met un accent très fort sur un mode projet avec notamment les outils, mes parcelles, mes secteurs qui vous permettent vraiment de personnaliser encore plus MCMA que par le passé. On est aussi sur une plus grande facilité de navigation et de consultation des données et aussi sur une simplification des modes de requête avec notamment un usage de filtres très avancés qui permettent d'aller cibler vraiment l'information que vous souhaitez. Donc MCMA, on se sert de MCMA pour différentes étapes. Vous les avez à l'écran et ça peut être simplement un outil de consultation, des informations cadastrales, réglementaires, environnementales. Vous avez sur MCMA une liste de données assez importante que vous avez sous forme de couches géographiques que vous pouvez interroger à l'infini. Vous pouvez également identifier les parcelles qui correspondent à votre stratégie et à la mise en œuvre de vos compétences. Vous pouvez faire un suivi plus précis de périmètre à façon, c'est-à-dire c'est vous qui déterminez votre périmètre et après l'outil permet de faire un suivi de ces périmètres pour identifier notamment s'il y a des mutations dans les périmètres que vous avez pu cibler. Vous pouvez également définir une stratégie foncière et donc la suivre dans le temps, à travers notamment les plans d'action foncière. Et puis, MCMA, c'est aussi un outil qui permet de faire des exports et de partager des données, puisque à chaque fois que vous utilisez des filtres, vous pouvez vous constituer une sorte de liste de parcelles, une liste de références que vous pouvez exporter à l'extérieur de MCMA pour faire vos statistiques ou pour alimenter vos SIG. Vous pouvez exporter des fiches d'information également, qui sont déjà toutes faites à toute échelle, et vous pouvez également éditer des tableaux de bord. Et enfin, vous pouvez également partager vos secteurs de projet avec d'autres utilisateurs. Donc, au niveau d'accompagnement des utilisateurs, donc, nous procédons de différentes manières. Si vous avez obtenu des droits, vous êtes probablement au courant qu'il existe un certain nombre de formations qui sont proposées aux utilisateurs, soit sous forme de webinaires, des webinaires de formation. Il y en a une par mois. On en a déjà fait 3 au début 2024. Il nous en reste 4 qui sont programmés d'ici la fin de cette année. Nous faisons également, comme vous le savez, le club des utilisateurs, un webinaire annuel, c'est la réunion d'aujourd'hui, où nous balayons l'actualité des applications et nous profitons pour partager des cas d'utilisation de l'outil et d'écouter aussi des retours d'expérience que vous pouvez nous apporter. Et enfin, si nécessaire, nous pouvons également assurer des formations en présentiel sur demande.
Donc, les quatre sessions de formation dont je vous parlais il y a quelques instants auront lieu le 20 septembre prochain. Donc, il s'agit d'un webinaire de découverte. Donc, c'est essentiellement destiné pour des utilisateurs nouveaux ou pas forcément très assidus à MCMA. Le 15 octobre de 11 h à midi, un webinaire qui sera plus consacré sur les gisements fonciers. Le 14 novembre de 11 à 12 h sur les transactions foncières immobilières et le 5 décembre prochain sur mes secteurs de travail et mes favoris. Donc, ces formations sont assurées à tour de rôle par les différents EPF. Donc, ne vous étonnez pas si vous inscrivez à une des formations, ce n'est pas forcément votre EPF de référence qui assure la formation. On mutualise nos savoir-faire pour pouvoir apporter à l'ensemble des utilisateurs de MCMA notre expertise. Et donc, voilà, on aura le plaisir de vous accueillir pour ces 4 prochaines sessions. Je précise que les inscriptions sont gratuites. Hein, voilà, donc vous pouvez vous inscrire gratuitement, mais par contre, vous engagez à venir s'il vous plaît, puisque les webinaires sont quand même limités à 50 participants. Donc, merci de respecter vos engagements. Voilà, donc après, on va rentrer plus dans le détail sur les prochains développements qui sont à venir sur la version 6.1. Grégory, je te laisse la parole. Grégory, on ne t'entend pas. Pardon, j'avais coupé mon micro et pourtant je commençais à parler. Donc Grégory Dintre, en charge de l'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès du groupement inter-EPFL, sur l'ensemble du volet fonctionnel du MCMA et la traduction des besoins de la maîtrise d'ouvrage vis-à-vis de l'équipe de développement informatique que Vincent a présenté, à savoir la société Magellium qui assure les développements, la maintenance et tous les correctifs qui peuvent être apportés. Donc, on insistait, enfin, Vincent, tu as insisté sur le fait que le groupement de commandes pilotait le développement du logiciel sous une forme dynamique. Et ici, on est la preuve, puisque sur l'année qui vient de passer, entre la version 6.0 qui avait été livrée en septembre et la version qui sera prochainement livrée, donc la 6.1, on a une série assez notoire d'améliorations qui ont été apportées, notamment la refonte de la page d'accueil du MCMA, des fonctionnalités d'ergonomie qui sont aujourd'hui plus simples, les possibilités de partage également de secteurs qui ont été rétablies. C'était une fonctionnalité, plusieurs utilisateurs nous ont fait part de dysfonctionnements. Voilà, une série je ne vais pas rentrer dans le détail de l'ensemble de ces évolutions, mais l'idée est vraiment d'illustrer la dynamique de l'application à l'écoute des besoins qui sont exprimés par les EPF, mais également par vous-même en tant qu'utilisateur qui peuvent faire remonter des dysfonctionnements ou des attentes par rapport à ce logiciel. Et c'est également l'objectif de la réunion du jour, à savoir d'avoir une discussion avec vous sur vos attentes. On pourra nourrir ces échanges à partir de la présentation de l'enquête utilisateur, de manière à ce que le logiciel réponde véritablement aux besoins et que ce soit quelque part une approche plutôt ascendante que descendante. On insiste également sur les évolutions en cours de développement, avec quelques points un peu clés qui vont apparaître ces prochaines semaines. Sur le logement vacant, la possibilité de requêter de manière un peu plus fine selon les périodes de vacances, la durée de vacances. Donc, c'est une évolution relativement attendue. L'enrichissement des exports à l'issue de requêtes de transactions et de gisements, qui sera également plus exhaustif dans les champs et les attributs qui seront proposés pour analyse dans vos propres systèmes d'observation. Un élément important également, l'intégration des couches citadelle détail. Donc aujourd'hui, on avait uniquement les permis de construire. Dans quelques temps, on aura également les permis de démolir et les permis d'aménager. Voilà, je ne vais pas passer dans le détail, mais de nombreuses évolutions en cours. J'insiste également sur les parcelles archivées qui sont intégrées dans les requêtes de transaction. Jusqu'alors, une parcelle qui avait été remembrée ou fait l'objet d'une
d'une fusion ne figurait pas dans les résultats. Donc, c'est un correctif important qui a été mis en œuvre, tout comme les informations relatives au millésime DVF, tout comme la fonction de localisation à l'adresse, qui renvoyait des résultats parfois inexacts ou surprenants. En l'occurrence, on a intégré l'API de l'IGN de manière complète, qui permet de mieux se localiser. Voilà, des interactivités entre les codes de servitude, le détail de servitude également, qui facilitent la navigation, l'intégration des parcelles qui sont en portage au sein des EPF ou rétrocédées, pour avoir une lecture également de l'intervention des EPF de manière partagée avec l'ensemble des utilisateurs. Donc ça, c'est une demande, une attente forte de la maîtrise d'ouvrage. Voilà, et plusieurs éléments de simplification, mais je ne vais pas revenir dans le détail, vous pourrez l'aborder en webinaire de formation. On va aborder désormais plutôt les témoignages et les cas d'utilisation qu'on a retenus pour ce webinaire, qui illustrent la diversité des usages. On a plusieurs intervenants qui vont prendre la parole sur des cas d'utilisation qui sont assez précis, mais qui illustrent cette diversité d'usages. Donc, on aura l'intervention de Richard Cécillon de l'Agence alpine des territoires, qui est chargé de mission habitat, aménagement et urbanisme, dont 2 cas seront présentés. Hélène Racle, qui est excusée de l'agglomération du Grand Chambéry, donc c'est moi-même qui présenterai son cas d'utilisation. Elle est opératrice foncière et apporte un appui aux communes, en particulier sur les questions de cession, de domanialité, et sur le cas qu'on va présenter en termes de qualification et de vérification de biens présumés sans maître. C'est un usage spécifique. Guy Chauvin de la communauté de communes Cœur de Savoie, qui est responsable service agriculture et forêt, qui veille sur les notifications de la SAFER et qui les examine, qui permet de les qualifier également et de vérifier on va dire si l'appréhension et l'action foncière doit être menée en fonction de suspicions sur les parcelles qui sont notifiées. Et puis les Alabres de la communauté de communes des Vallées de Tonne, chargé de mission habitat, en charge du PLH, qui évoquera l'usage du MCMA dans la conduite dans l'élaboration du PLH et à terme dans la mise en œuvre d'un plan d'action foncière sur l'intercommunalité. Alors Richard, si tu nous entends, je te propose de prendre la parole pour présenter ton usage. À la fin, juste pour revenir également sur le procédé, donc chaque intervenant témoin va prendre la parole sur son usage. Je prendrai la main ensuite pour démontrer et assurer une présentation du logiciel de manière ciblée avec l'usage qui a été décrit. Et à la fin de chaque intervention, vous serez invité, le cas échéant, à poser vos questions de manière à ce qu'on puisse alimenter à chaud peut-être l'usage réalisé et vous éclairer sur la manière dont vous pouvez vous en saisir. Richard, est-ce que tu es présent? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez, j'imagine? Oui. Donc, Richard Cécillon de l'Agence alpine des territoires. Donc, pour mémoire, ceux qui ne connaissent pas, nous sommes une association qui faisons essentiellement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès des collectivités. Et donc, moi, j'interviens principalement au sein du pôle aménagement et urbanisme sur différentes thématiques, des déploiements d'urbanisme jusqu'à l'opération de logement touristique permanent et autres. Donc, MCMA, cet outil-là est un outil qui nous est utile, j'allais dire quasiment tous les jours, voire en tout cas toutes les semaines, c'est sûr, dans différentes dimensions, notamment tout ce qui est appropriation du territoire, connaissance du foncier, mais pas que, puisque, comme ça a été dit, MCMA a l'avantage de centraliser plein d'informations qu'on pourrait avoir par ailleurs, mais l'avantage là, c'est que c'est tout consolidé à un seul outil. Et donc, on a très vite accès à un ensemble de données que l'on peut, qu'on veut utiliser déjà, juste à poser géographiquement. Donc, c'est vraiment un outil assez très utile pour s'approprier un territoire et voir un petit peu les contraintes ou les conditions réglementaires qui s'appliquent sur ces espaces. Donc, nous, on s'en sert beaucoup pour prendre connaissance, on va dire, du contexte et des enjeux fonciers, urbanistiques, environnementaux, etc.
Et on s'en sert aussi à des échelles un peu plus précises sur des stratégies foncières d'aménagement, donc à des échelles de bâtiments ou d'îlots de bâtiments. On l'avait déjà évoqué un petit peu en amont, mais l'intérêt, c'est notamment le fait on se démarque on va dire de l'échelle administrative qu'est la commune, en données statistiques notamment. Je crois bien que c'est l'exemple que Grégory va développer, mais par exemple, sur la station de La Plagne en Tarentaise, à un moment donné, il y avait une problématique de décompte, on va dire, des lits permanents, touristiques, etc. Sauf que l'entité La Plagne, à l'époque, était à cheval sur 5 communes, voire 6, je crois, je ne sais plus. Et donc là, les données statistiques avec les limites communales, c'était difficile de s'y retrouver. Et avec MCMA, comme on peut choisir son secteur d'analyse, et ben, le problème a vite été résolu et des données fiables, très peu de temps et très peu de clics. Donc, c'est vraiment les deux principaux intérêts pour l'usage qu'on a avant nous, c'est d'avoir beaucoup d'informations au même endroit et qu'on peut choisir son niveau d'intervention, donc une fois peut-être des fois de la parcelle jusqu'à les territoires qu'on construit directement, je veux dire à la main. Est-ce que j'ai perdu la connexion? Richard, je ne t'entends plus. Ah, c'est mieux. Oui, là, tu es revenu. Ah, étonnant, ça. Tiens. Je ne sais plus où j'en étais du coup. Je pense que tu terminais sur les avantages. Donc les avantages, oui, c'était le fait d'avoir donc une quantité conséquente d'informations qu'on pouvait juste poser, et puis l'échelle hein, qui était vraiment libre de la parcelle jusqu'à l'espace qu'on se construit soi-même. Et c'est vraiment adapté à nos problématiques, puisque même quand on intervient sur des questions agricoles, environnementales, et ben, bien sûr, ces thématiques-là font fi des limites administratives. Et donc, MCMA nous permet des informations à la bonne échelle. Et l'autre usage qu'on en fait aussi de plus en plus, c'est la recherche de gisements fonciers, avec toute la thématique de la loi climat résilience, de la ZAN compatibilité, etc. Donc, le foncier devient de plus en plus stratégique. Donc, plus en plus de collectivités nous demandent de les accompagner sur la recherche de foncier stratégique. Et MCMA, pour ça, est assez pratique, puisqu'on peut, avec les critères proposés, faire des recherches assez précises. Et globalement, à chaque fois qu'on présente l'outil MCMA aux élus ou aux techniciens qui ne le connaissent pas, ils sont assez étonnés de la puissance de l'outil. Et voilà, je pense qu'ils retournent d'eux-mêmes le consulter. Donc, encore une fois, ouais, un outil qui a porté sa preuve d'intérêt. Je vous avoue que moi, par contre, pour le moment, je n'utilise pas trop le côté de suivi. Mes secteurs, etc., je n'ai pas trop expérimenté. Ok, je vous propose de peut-être basculer sur l'application et essayer d'illustrer l'usage que Richard vient de nous exposer. Et à l'issue de ces présentations, peut-être de prendre un petit temps d'échange sur vos problématiques ou peut-être venir compléter et réagir par rapport à ce qui vous aura été démontré. Alors, je reprends le logiciel. Voilà, donc là, je suis sur la page d'accueil que vous connaissez très certainement. Je vais me connecter sur l'application 73. Comme souvent, c'est quand on veut faire la démonstration qu'on rencontre des difficultés. Ce matin, en préparant le webinaire, je me suis rendu compte, j'ai constaté des lenteurs assez exceptionnelles sur le logiciel, qui peut-être vous pourrez confirmer que c'est rarement le cas. En tout cas, moi, c'est ce que je constate. Et aujourd'hui, voilà, on a quelques difficultés. J'étais un petit peu en stress sur la présentation et je vous prie de nous excuser pour les désagréments. Voilà, donc il a mis un peu de temps à s'ouvrir. D'ordinaire, il est beaucoup plus réactif. Je vais me rendre, enlever les dalles IGN qui mangent de la ressource.
Voilà. Et Richard, tu confirmes que quand tu utilises le logiciel, c'est beaucoup plus performant? Oui. Après, nous aussi, on a des fois quelques difficultés de bande passante. Mais c'est pas propre au logiciel, mais plutôt à notre structure. Ouais. Non, là, c'est pas le cas parce que j'ai bien vérifié ma connexion. J'ai 1 giga de débit fibré et en filaire. Donc, le problème est plutôt côté serveur. J'ai sollicité la SS2I ce matin pour essayer de comprendre ce qui se passait et des investigations étaient en cours sans que l'on ait pu trouver la problématique. Donc, je vais me rendre sur la plagne pour illustrer la capacité à interroger les marchés immobiliers sur une échelle infracommunale. Effectivement, on a une commune qui est relativement étalée avec un secteur de vallée et une station de ski que voilà, la plupart d'entre vous connaissent au moins de nom, multisatellitaire avec plusieurs entités et des problématiques de marché qui sont propres à chacune de ces entités. Donc le logiciel, lui, va permettre d'interroger les transactions, par exemple, sur le cas de figure qu'exposait Agathe, secteur par secteur, en fonction des différents satellites de la station. Voilà, par analogie, on pourrait transposer ces problématiques également au sein de communes urbaines, entre un centre historique et d'autres quartiers. L'idée, c'est de pouvoir témoigner de la capacité, sur un périmètre libre, d'aller interroger des périmètres qui ne soient pas les périmètres administratifs que vous avez généralement dans ce type d'outils de consultation de prix. Donc, en établissant une requête périmétrée, on a la possibilité d'affiner sur des zonages d'urbanisme, mais on ne va pas rentrer dans ce niveau de détail, sélectionner des types de biens pour les marchés immobiliers ou fonciers, sélectionner une période de transaction et engager une requête de manière infraterritoriale avec ici un résultat qui permet de déceler sur 141 mutations un prix au mètre carré de l'ordre de 2500 €. En restant sur cette interface de requête de transaction, on peut relancer un autre périmètre sans toucher aux paramètres de la requête pour aller comparer les résultats avec des différences qui sont illustrées de ce fait-là. Donc ça, c'est la méthode, on va dire, au cas par cas, où j'ai recréé chacun des secteurs. Peut-être que, Richard, tu utilises, tu évoquais le fait que tu utilisais insuffisamment peut-être les questions de secteur. J'ai, au préalable de la présentation, créé autant de secteurs qu'il n'y a sur la plagne, de manière à pouvoir les rappeler automatiquement. Donc, par exemple, le secteur de Bellecote, ici, on a la possibilité de l'appeler simplement parce que je l'ai préalablement enregistré et créé, ce qui permet d'assez facilement de retrouver et de relancer des consultations de prix pour actualiser les informations statistiques. Donc, vous avez la possibilité de jouer sur l'échelle de temps. Et au final, peut-être soit d'exporter les résultats au format CSV pour enrichir votre observatoire, soit assez rapidement copier-coller les résultats de la requête dans un fichier Excel. Donc là, j'ai préparé un fichier où j'avais établi plusieurs copier-coller par secteur les mutations d'appartements sur 2 plages de données différentes, donc 2018-2020 et 2021-2024, pour produire en peu de temps un graphique de comparaison de prix par secteur sur les sous-secteurs de la commune qui montrent les tendances d'évolution sur ces périodes d'analyse. Donc, voilà pour cette présentation. Richard, tu évoquais un autre usage qui était les requêtes de gisement foncier, notamment dans le cadre d'une problématique de vacances sur la commune de Modane. Donc, je vous propose de faire un petit test de fonctionnement. Avant cela, s'il y a des questions sur l'usage, par exemple, de ce type de requête de transaction, n'hésitez pas
à poser vos questions dans le chat. On pourra y revenir à l'issue de cette intervention. Donc, j'efface les résultats de transaction. On va partir sur la commune de Modane. Voilà, donc on a une problématique de la part de la commune qui souhaitait davantage connaître son parc de logements vacants afin de mettre en place une politique ciblée sur la question. Le logiciel va permettre, là encore sur une échelle personnalisée, sur un périmètre libre, d'interroger et d'identifier les parcelles sur lesquelles on a une concentration. Voilà, ça fait partie des bugs que j'ai constatés ce matin. Donc, je vais procéder autrement. On va passer par une recherche par cercle. Voilà, sur ce périmètre de centre du bourg de Fourneau. Oui. Plutôt entre. Voilà, là c'est le bon périmètre. Voilà, donc, assez large. Tu as sans doute, Richard, interrogé les terrains bâtis sur l'angle de la vacance. Oui. En plus, la capacité de faire la vacance structurelle et conjoncturelle, je crois, c'est quoi, entre 2 et 5 ans. Voilà, donc on a plusieurs items effectivement sur les périodes de vacances. La version qui sera prochainement livrée va pouvoir, à l'image de la sélection de l'ensemble des logements vacants, où on a la possibilité d'affiner le taux de vacances des parcelles concernées, le faire également sur la vacance structurelle de plus de 2 ans ou de plus de 5 ans, ce qui aujourd'hui n'est pas forcément possible. Donc on aura également cette réglette qui permettra d'affiner la cible de la requête. En l'occurrence, à ce stade, voilà, sur les logements vacants, par exemple, de plus de 2 ans, on a la possibilité d'interroger un périmètre donné. Donc là, j'ai pris un cercle assez large. On identifie l'ensemble des parcelles qui sont concernées. Ce qui saute aux yeux également, c'est que le centre historique n'est pas concerné par la vacance structurelle, alors que c'était peut-être au préalable ce qui pouvait préoccuper l'équipe municipale. Il s'avère qu'il n'y a peut-être pas forcément de concentration au final de problématiques sur ce secteur-là, mais qu'on était plutôt sur le bord de la rue de la République à ce niveau-là. Ensuite, c'est que ces résultats de requête, vous avez la possibilité de les enregistrer comme étant un groupe de favoris, de manière à pouvoir les retrouver facilement. Par exemple, préalablement, j'avais donc créé ce groupe associé à ma requête. Je vais pouvoir le retrouver facilement, interroger peut-être les parcelles une à une, soit par cette interface qui liste les parcelles du groupe créé, soit par l'outil de sélection, à savoir les parcelles, et de consulter à la parcelle les informations associées à l'occupation, au statut d'occupation. Donc là, on voit par exemple sur cette parcelle-là un bâti vacant, 4 logements vacants sur un immeuble qui est davantage, qui n'est pas entièrement vacant et qui fait l'objet d'un classement cadastral 7-8. Donc dans une démarche ensuite opérationnelle ou d'investigation, le logiciel permet d'avoir un certain nombre d'informations associées à cette parcelle. Si je peux me permettre, c'était vraiment un exemple parlant des découvertes des élus de cet outil, dans le sens où ils savaient qu'ils avaient des vacances importantes, ils la localisaient au doigt mouillé, on va dire. Et l'utilisation de MCMA a permis de cartographier la vacance, y compris, comme Grégory vient de le dire, à l'échelle d'un bâtiment, de voir le taux de vacances dans chaque bâtiment. Et ça aurait été très utile dans leur appréhension des actions qu'ils devaient mener. Et encore une fois, une belle illustration de l'intérêt du côté géographique qui est précis des données qu'on a dans MCMA. C'est vraiment assez fortement étonné d'avoir ça à disposition. Je pense que depuis, il l'utilise plus régulièrement. Alors, je vois qu'on a 2 questions, même 3.
Concernant les transactions, Caroline Guichard, lorsque je l'utilise, les transactions ne ressortent pas ou peu. C'est assez surprenant. En fait, là, on est vraiment sur la donnée DVF exhaustive. Donc, théoriquement, toutes les mutations qui sont transmises au service de la publicité foncière remontent. Si vous avez des cas peut-être à faire remonter, on pourrait investiguer davantage. Idem sur Alpespace. Ça peut être des difficultés peut-être par rapport au croisement avec les documents d'urbanisme. Si les documents d'urbanisme ont été, si vous avez une sélection de zonage spécifique et qu'il y a un problème en base sur l'affectation du zonage dominant, peut-être que certaines mutations peuvent échapper. Oui, alors justement, bonjour, j'ai fait ça aujourd'hui et en fait sur MCMA, j'ai regardé pour une zone d'activité et en fait par rapport au site des impôts, j'avais beaucoup de mutations alors que ça m'en ressort 3 dans MCMA. Alors est-ce qu'il y a quelque chose que je fais mal? C'est sur quel secteur par exemple, Ville-Lagrand. J'ai voulu faire sur Ville-Lagrand et j'ai sélectionné. C'est en Haute-Savoie, ça. Oui, c'est ça. Locaux d'activité, bâti mixte. Alors, je me permets d'enrichir la réponse de Grégory si vous m'entendez. On avait un petit bug sur MCMA, sur les statistiques, sur les locaux d'activité jusqu'à la version 6.0.2. Et donc, avec la version qui va être très bientôt mise en service, la 6.1, ce bug doit disparaître. Donc, on pourra refaire des stats sur les locaux d'activité. Donc là, il ne faut pas trop que je me fie à ça pour les locaux d'activité. En fait, si vous voulez, les transactions parcelle par parcelle, vous allez les retrouver, mais si vous faites une sélection, vous ne les retrouverez pas. Donc, d'ici une semaine, avec la nouvelle version, vous allez pouvoir toutes les trouver dans vos analyses. D'accord, très bien, merci. Voilà. Et il y a une question intéressante qui est un usage un peu détourné du MCMA qu'on peut envisager, c'est celle de Thibault Laurent Delaunay. Dans le cadre du recensement de la population, pourrait-on savoir le nombre de logements dans un secteur? Oui, on peut le faire de manière un peu détournée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, vous avez la possibilité, lorsque vous créez un secteur de suivi, donc soit par import d'un fichier shape, soit par sélection de parcelles ou de création d'un périmètre. Admettons, je crée un secteur sur le même périmètre que, grosso modo, sur lequel on était, sans voilà, j'ai la possibilité de le nommer, je le nomme sommairement tel que ça m'est proposé. Vous allez voir qu'il va proposer de poursuivre la fiche du secteur, où vous allez pouvoir alimenter un certain nombre d'informations relatives à la programmation, à votre stratégie, mais d'office, quand on utilise cette fonction, dans l'identification, en fait, on va avoir une compilation de l'ensemble des données cadastrales sur la propriété. Donc là, par exemple, vous voyez qu'il y a 135 bâtiments, 1457 lots de propriété, vous avez 551 appartements sur la zone que j'ai sélectionnée, 142 locaux d'activité, 827 dépendances, avec là une vision des statuts d'occupation. Donc cette fonctionnalité de mes secteurs, lorsque vous l'utilisez, intègre d'office une compilation, une agrégation de l'ensemble des données cadastrales qui sont traitées à l'origine, que vous retrouvez par exemple quand vous consultez une parcelle. La fiche parcelle intègre à la parcelle ces éléments de contexte. Là, à l'échelle du secteur, le logiciel vient agréger l'ensemble des informations, l'ensemble des comptes de propriété. Vous pourrez également télécharger l'ensemble des comptes de propriété tels qu'ils remontent dans le cadastre, identifier l'ensemble des servitudes, l'ensemble des zonages. Voilà, donc ça, c'est vraiment une des forces du MCMA, c'est cette capacité à agréger de l'information sur des secteurs pour enrichir votre niveau de connaissance. Voilà, je vous propose peut-être de passer au second cas d'utilisation, donc qui est celui de Grand Chambéry, spécifiquement sur les missions de Madame Racle, qui est opérateur foncier et qui réalise un appui aux communes. Donc je vais
voilà, on l'excuse, elle avait une contrainte qui a fait qu'elle n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Donc, je vais tâcher de restituer les éléments de discours. Donc, le service foncier offre un appui aux communes de l'agglomération sur l'assistance, en particulier aux procédures de biens vacants présumés sans maître, sur les évaluations domaniales, sur le classement du domaine public de la collectivité, accompagne les communes sur des acquisitions, des cessions et produit également des notions de prix de référence justement sur ces cas d'acquisition et cession. Donc, elle utilise le MCMA pour fixer les prix de vente en particulier, et puis spécifier certains types de biens et associés à des recherches sectorisées. Donc, c'est le cas qu'on présentera sur l'information de biens présumés sans maître. Elle, dans les avantages qu'elle perçoit, c'est, voilà, on l'a déjà évoqué assez largement, la centralisation d'informations, la possibilité de croiser les informations cadastrales, les informations réglementaires, les servitudes, les statuts d'occupation, voilà, toutes ces informations qui vont permettre de qualifier l'action de la collectivité. Et puis, elle salue également une donnée qui est peut-être un point de détail pour certains, mais quand voilà, il est conduit une politique d'acquisition de biens sans maître, la connaissance des années de naissance des propriétaires peut permettre d'identifier et d'investiguer certaines parcelles sur lesquelles on va avoir des dates de naissance, par exemple avant les années 1920, qui permettent de suspecter des biens qui n'auraient pas fait lieu de succession ou de présomption de biens sans maître, pour en parler. Donc, je vais essayer de me faire écho de sa présentation. Donc, Grand Chambéry intervient spécifiquement sur la commune de Thoiry. Elle mobilise un atlas qui a été réalisé par l'Association des communes forestières, donc qui a transmis à Grand Chambéry un listing et un atlas de l'ensemble des parcelles et des comptes susceptibles d'être des biens vacants sans maître. Et à partir de cet atlas, Grand Chambéry réalise un travail de vérification et de confirmation des données, qui permet également de compléter les informations disponibles sur, par exemple, la nature de la parcelle, le zonage, si on est en zone agricole, naturelle. Donc, je vais basculer sur l'application pour essayer d'illustrer cette pratique. Voilà, donc on va se rendre sur la commune de Thoiry. Donc, je saisis le numéro de parcelle qui m'a été communiqué. Donc, admettons qu'il travaille sur l'atlas sur la parcelle A588, qui figure ici. En cliquant simplement sur cette parcelle, qu'elle a identifiée comme présumée sans maître, on peut consulter le compte de propriétaire. Donc, à partir de là, effectivement, on a ces différents comptes de propriété. La possibilité, donc, d'une part, d'exporter le relevé de propriété de la parcelle. Donc, si je l'ouvre directement, on est sur un cas, effectivement, d'une propriétaire qui est née, voilà, on a un compte né en 1897, un autre en 1919, qui interroge sur est-ce que ces personnes-là sont toujours propriétaires de leurs biens, sont toujours de ce monde, entre guillemets, et pouvoir investiguer peut-être davantage sur la mise en œuvre d'une procédure d'acquisition de biens sans maître qui permettrait à la collectivité de se rendre propriétaire de ces parcelles. Ce qui est intéressant également dans le MCMA, c'est qu'on a la possibilité, en cliquant sur le nom du compte de propriété, de voir toutes les propriétés qui sont associées à ce compte de propriété. J'ai cliqué, ça met un peu de temps à se générer. Donc, s'il s'avère qu'après investigation, on a effectivement une personne qui est décédée sans héritier, par exemple sans succession,
la collectivité va pouvoir investiguer et se rendre compte de la réalité de la propriété sur l'ensemble de ces parcelles. Et il appartiendra à Grand Chambéry de saisir l'ensemble de ces parcelles, par exemple, dans l'application MCMA au niveau de mon espace et mes parcelles favorites, par exemple, pour avoir une vision de l'ensemble des biens présumés sans maître de ce compte de propriété, ce que j'ai fait au préalable, en saisissant l'ensemble des parcelles, qui permet de retrouver toutes ces parcelles, de pouvoir les réinterroger, et surtout d'avoir une vision géographique, cartographique également de l'emprise de ce compte de propriété dans le cadre de cette procédure spécifique d'acquisition de biens présumés sans maître. Voilà, un autre usage qu'elle m'a figuré, mais transmis un autre cas où on pouvait interroger une parcelle, voir effectivement que l'adresse du propriétaire était celle d'une maison de retraite sur Chambéry, ce qui lui a permis de prendre attache avec cette personne, les héritiers, voir quelle était la stratégie patrimoniale de ces comptes de propriétaires et alimenter ainsi la stratégie d'acquisition et de rattachement au domaine public de ces propriétés. Voilà pour ce cas d'usage un peu spécifique. Je ne sais pas si on peut avoir d'autres rebonds ou de témoignages qui s'apparenteraient à ce type de pratique. En tout cas, voilà, on est vraiment sur une consultation à la parcelle, des informations de propriété, mais sur lesquelles on peut avoir un enrichissement, notamment réglementaire, sur les servitudes, de prise de contexte, on va dire, du parcellaire et des propriétés qui sont visées. Si on n'a pas de questions complémentaires sur ce cas d'usage, je propose peut-être de passer la parole à Guy Chauvin, qui est responsable service agriculture et forêt, et qui a un usage encore différent, qui vient également témoigner de la diversité d'applications du MCMA. Merci, bonjour à tous. Donc oui, moi je travaille donc à Cœur de Savoie, service agriculture et forêt. Donc c'est un territoire qui est entre Chambéry et Albertville, à peu près 41 communes. Dans cette vallée, on a une assez forte pression foncière. Et donc, bien sûr, on s'inquiète du devenir du foncier agricole et on essaye d'avoir une veille sur ce foncier agricole pour essayer de le préserver au mieux. Donc, on travaille avec la SAFER, on reçoit les notifications dès qu'il y a une vente, les fameuses notifications SAFER. Donc, pour nous, ça représente à peu près 400 notifications par an. Et donc, c'est vrai que le MCMA est très pratique pour pouvoir identifier et localiser ces parcelles en quelques clics et aller regarder à l'aide donc déjà des infos qu'il y a sur les notifications, hein, voir, voilà, moi ce qui m'intéresse c'est quand il y a un zonage agricole ou naturel, ça m'intéresse de savoir bien sûr la profession de l'acheteur, est-ce que c'est un agriculteur ou pas, son âge, la situation locative du bien. Et si je vois qu'il y a quelque chose qui pourrait impacter la vocation agricole, qui pourrait, voilà, ou s'il y a une suspicion d'usage pour du loisir ou d'achat avec voilà, souvent avec l'achat sur certaines maisons, il y a du patrimoine. Il y a du patrimoine non bâti et il y a des parcelles agricoles qui sont vendues donc avec des biens bâtis. Et on peut s'interroger sur le devenir de ces parcelles agricoles. Est-ce qu'elles vont rester agricoles? Et donc, c'est ce qu'avec la SAFER, on appelle la consommation masquée. Et chez nous, ça représente quand même 33 hectares par an qui peuvent disparaître comme ça. Donc, j'utilise MCMA justement pour regarder ces parcelles et vérifier l'usage agricole. Alors, soit parce que sur MCMA, il y a la couche du registre parcellaire graphique agricole, le RPG, donc ce qui permet de savoir si les parcelles sont déclarées ou non à la PAC.
Et puis on voit aussi l'usage agricole sur la photo aérienne, en fait. Si manifestement c'est une parcelle exploitée, ça m'intéresse et donc je peux éditer ensuite des cartes très facilement et contacter la SAFER et les élus pour leur dire, ah ben écoutez, regardez, là il y a des parcelles qui semblent exploitées, il n'y a rien indiqué dans la notification, est-ce qu'il ne faudrait pas intervenir? Est-ce qu'il faudrait demander un cahier des charges à l'acheteur pour imposer de maintenir une activité agricole, c'est-à-dire de demander à ce qu'il y ait un bail avec l'agriculteur, d'aller prévenir l'agriculteur pour lui dire, écoutez, là, cette parcelle, elle est en train elle est en train de se vendre. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous savez que vous pouvez être d'ailleurs prioritaire aussi sur cette parcelle? Voilà, ça nous aide finalement à avoir ces informations et à diffuser auprès des élus, auprès de la SAFER, ces infos sur les parcelles et donc de travailler donc au maintien du foncier agricole sur notre territoire. Voilà l'un des usages. Et c'est vrai que j'ai d'autres accès à d'autres outils, hein, mais MCMA c'est très intuitif et c'est vrai que voilà, pour un usage régulier comme je le fais là presque tous les jours, ça me prend que quelques minutes et ça m'est vraiment utile et je ne manque pas d'en faire la promotion aussi à mes collègues. Et je remercie là aussi Franck Gaudin, là, qui est de l'EPFL de Savoie, là, qui est venu aussi déjà nous former à cet outil. Et je sais que ça nous est vraiment, vraiment utile. Voilà. Et que j'utilise qu'une petite partie des potentialités de cet outil. Voilà. Je vais essayer de manipuler un peu l'outil pour illustrer peut-être l'usage qui vient d'être exposé, en rebasculant sur un territoire qui est le vôtre, par exemple sur Porte de Savoie. Je vais y aller par requête plutôt. Donc, je vais essayer de rechercher peut-être des parcelles qui ont fait l'objet antérieurement de mutations dans le tissu agricole, avec une maison qui nous sort en système de requête l'ensemble des parcelles qui sont en zone agricole sur le territoire de l'intercommunalité. On aurait pu également procéder par la requête de gisement foncier. Donc ici, on a une propriété qui a été vendue avec une maison et un terrain. Donc est-ce que ce terrain a un usage agricole? On va pouvoir le vérifier avec, d'une part, peut-être la photo aérienne en premier lieu. Voilà, donc on voit qu'on est sur le secteur des coteaux de Savoie avec un peu de vignes. J'ai un petit peu de temps d'actualisation de la couche ortho. Voilà. Ensuite, peut-être une des questions qui peut être posée quand vous avez ce type de mutation, vous venez de l'exposer, c'est savoir si on a une déclaration au registre parcellaire agricole, donc de terrain qui bénéficie des aides de la PAC. En l'occurrence, sur cette mutation-là, on avait deux parties de la parcelle qui étaient concernées par cet usage, et de surcroît, on est dans le périmètre INAO 20 de Savoie. Donc effectivement, je suppose que si une parcelle venait à être notifiée par la SAFER, vous aurez peut-être nécessité de l'interroger davantage sur le contexte de propriété, savoir si est-ce qu'il y a déjà eu des mutations par le passé sur ce secteur-là, qui est le propriétaire, et est-ce que c'est... Est-ce qu'il y a un bail? C'est vrai que c'est pas toujours indiqué dans la notification. Et donc voilà, quand il n'y en a pas, on peut s'interroger. Ouais. Oui, c'est vrai que sur l'onglet propriété, on a également des informations sur le compte de propriété. Oui, donc là, typiquement, je suis sur la parcelle qui n'est pas bâtie, donc on n'a pas d'informations spécifiques sur le bâtiment
en basculant sur l'unité foncière, donc sur l'ensemble des parcelles qui sont associées à cette mutation, on voit les statuts et la distribution. Théoriquement, on devrait avoir également une lecture s'il y a un bail amphithéotique, si on a si on est en pleine propriété. Je ne comprends pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Avec la possibilité d'exporter aussi la carte qui a été réalisée via ce bouton d'export PDF de la carte. On va peut-être enlever l'INAO qui surcharge l'affichage, simplement afficher le RPG et l'orthophotographie aérienne, orthophotoplan, pardon. Donc la possibilité de nommer la carte. Là, c'est en train de la générer. Elle a été bloquée, je ne sais pas pourquoi. Donc vous avez la possibilité assez facilement dans votre dossier de joindre à la fois une carte d'environnement de la parcelle qui vous intéresse, avec ici les mutations, le RPG, le fond orthophotoplan, l'ensemble des éléments de légende, et la possibilité également d'exporter une carte d'identité à la parcelle sur donc soit à la parcelle, soit à l'unité foncière. Donc là, je suis sur la sélection parcelle, donc j'aurai une carte spécifiquement sur cette parcelle-là. Si j'avais switché sur l'unité foncière, j'aurais l'ensemble des fiches associées à cette unité foncière. Avec un export de ce type-là qui permet de qualifier et d'avoir l'ensemble des informations à la parcelle, informations géographiques, documents d'urbanisme, les servitudes, les risques, la nature de la propriété, et la distribution des locaux, etc., pour les bâtiments qui sont associés à l'unité foncière. Voilà, je lis dans les messages, quelqu'un c'est la deuxième personne qui s'interroge sur les codes de connexion. Peut-être, Vincent, tu peux rappeler, voilà, c'est le cas dans le chat, d'adresser un mail à l'EPF de référence. Vous retrouverez tous les interlocuteurs dans le support PowerPoint qui fait l'objet du support d'animation et qui vous sera adressé. Voilà, est-ce que Guy, vous avez des éléments à compléter par rapport à la démonstration? Non, pas plus, sauf s'il y a des questions. Mais... Moi, je pense que ça correspond effectivement ce que les manips que je fais. Voilà. Puis, dernièrement, là, j'ai vu aussi que ça pouvait être utile pour, par exemple, on a aussi une bourse foncière forestière, et c'est vrai qu'on peut cibler un secteur, et puis regarder, sélectionner les parcelles forestières et regarder combien de parcelles se sont vendues sur les dernières années de forêt. Et ça, je peux recouper avec les parcelles qu'on a en vente sur notre bourse foncière et voir si, voilà, c'est pour pouvoir faire un peu des bilans et retirer aussi certaines parcelles aussi qui ont été vendues et dont le propriétaire, enfin le vendeur ne nous a pas informé de la vente. Donc oui, il y a voilà, différents usages possibles. C'est une consulte grâce à cet outil. Voilà. Ouais. Même sur ces questions de prise en main de la fonction de création de secteurs et de parcelles favorites, je vous invite les personnes qui sont intéressées à vous inscrire au webinaire qui sera spécifiquement dédié à l'utilisation de mes secteurs, de manière à voir les usages qui peuvent en être faits et vous perceviez le niveau de réponse que ça peut apporter par rapport à vos problématiques. Et justement, cette notion de mes secteurs, ça va être l'objet du témoignage d'Elisa Labre, que je viendrai compléter, puisque j'ai accompagné la CCVT, notamment sur l'élaboration de ce PLH.
Donc Elisa, je te cède la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Elisa Labre, vous m'entendez bien? Oui. Ok. Je suis Elisa Labre, je suis chargée de mission Habitat à la communauté de communes des Vallées de Thône en Haute-Savoie. Effectivement, on a utilisé MCMA dans le cadre de l'élaboration de notre PLH. Et donc, voilà, je vais vous expliquer un petit peu pour quels objectifs. Pour commencer, juste une petite présentation de notre territoire. Donc, on est une communauté de communes de 12 communes, un peu moins de 19 000 habitants. On a une commune centre qui est Thône, qui rassemble la majorité des commerces, services et emplois. On a des communes stations sur le territoire, la Clusa, Grand Bornand, Manigot. Et des communes beaucoup plus rurales et encore un autre type de communes qui sont des communes sur le bas de la vallée, plutôt tournées vers le bassin annécien. Donc voilà, une diversité des typologies de communes. D'une façon générale, on est un territoire très attractif, très touristique. On a une forte dynamique économique. Et puis, on est proche du bassin annécien et de la Suisse, tout ça crée un territoire attractif avec aussi un cadre de vie de qualité. Voilà, donc territoire touristique et attractif dit aussi territoire avec problématique d'accès au logement. Effectivement, sur le territoire, c'est une de nos plus grosses problématiques. On a 60% de logements qui sont des résidences secondaires, jusqu'à 80% dans les stations. On a un marché immobilier foncier extrêmement tendu et voilà, peu de logements sociaux, en tout cas pas autant qu'on en aurait besoin. Donc tout ça provoque vraiment des difficultés d'accès au logement pour les classes moyennes et les classes modestes, qui va jusqu'à provoquer des difficultés d'embauche pour les entreprises et des difficultés à maintenir les services essentiels. Voilà, on parle souvent des aides à domicile notamment qui n'arrivent pas à se loger, mais c'est le cas aussi pour d'autres secteurs. Ces difficultés-là ont fait prendre conscience aux élus qu'il y avait vraiment quelque chose à faire au niveau de l'habitat. Et la CCVT s'est engagée dans son deuxième PLH. Donc, il y a eu un premier PLH, mais qui n'avait pas été beaucoup mis en œuvre. Aujourd'hui, on a une réelle volonté politique de mettre en œuvre les actions de notre PLH. Voilà, pour faire bouger les lignes autant qu'on le pourra. Le PLH n'est pas tout à fait terminé, il est toujours en cours d'élaboration, mais ça ne saurait tarder. Alors, on a utilisé MCMA dans le cadre de notre PLH pour estimer le potentiel de production de logements qui serait réalisable à court, moyen ou long terme, et à différentes échelles, à l'échelle communale, par secteur ou sur le territoire de la CCVT. Alors, un travail a été réalisé auprès des élus communaux pour recenser les gisements fonciers fléchés habitat, que ce soit en extension ou en renouvellement urbain. Et en fonction du niveau de maîtrise foncière et de l'avancée de potentiels projets sur les gisements, il a été estimé si la production de logements pourrait se produire à court, moyen ou long terme. Donc, avec un double objectif qui est dans le cadre du PLH, de l'élaboration du PLH, d'estimer si l'estimation des besoins en logement, en tout cas si l'estimation de confronter si l'estimation de production de logements réalisables sur le territoire correspond aux besoins futurs. Et puis, dans le cadre de la mise en œuvre du PLH, de construire une stratégie foncière à suivre dans le temps pour observer et agir sur la maîtrise foncière des gisements recensés. Donc, dans ce cadre-là, le PLH prévoit d'élaborer un plan d'action foncière qui sera mis en œuvre dès début 2025 avec le PF. Et puis MCMA pourra également permettre d'alimenter l'Observatoire de l'habitat et du foncier
voilà, qu'on a réalisé dans le cadre de notre PLH. Donc voilà, du coup, Grégory, après, je vais te laisser la main pour la démonstration technique. Je reprends la main. Merci Elisa pour le témoignage. Hop, alors on va changer de territoire. Je vais passer sur la plateforme du 74. Alors, d'emblée, il est possible, donc ce travail a déjà été réalisé, en fait, comme vient de l'exposer Elisa, l'ensemble des secteurs présentant une potentialité pour le développement de l'habitat sur les prochaines années a fait l'objet d'un travail avec les élus. Donc aujourd'hui, c'est en base de données. On a une couche d'informations qui permet d'afficher, par exemple, si je vais sur le secteur de Vallée de Tonne, j'affiche la couche secteur, je vois toutes les emprises qui ont fait l'objet d'une saisie avec les communes. Je viendrai un peu plus tard dans la présentation sur la manière dont on peut les consulter et l'information qu'on peut synthétiser, mais au préalable, peut-être rappeler le travail qui a été fait avec chacune des communes. En entretien, lors de l'élaboration, on a travaillé sur la base du MCMA, en présentant, par exemple, une lecture du territoire à travers les disponibilités foncières, donc les parcelles non bâties dans les zones U et AU. Donc pour cela, on avait réalisé une requête qui permet, donc une requête de gisements foncier, terrain non bâti. Par exemple, je vais me rendre sur la commune de Tonne, puisqu'on est ciblé dessus, simplement pour illustrer le niveau de rendu qu'on peut obtenir avec le logiciel. Donc, terrain non bâti sur Tonne. En zone U et AU, par exemple. Donc, présumé disponible pour l'habitat. Je vais peut-être enlever les zones activités. J'enlève les équipements, j'enlève les zones de tourisme, je maintiens les autres. Voilà, essayer de cibler sur les zonages réglementaires qui permettent le développement de l'habitat a priori, lancer une requête. Et cette requête va permettre d'identifier sur la commune de Tonne l'ensemble des parcelles qui ne sont pas bâties dans le tissu, dans les documents d'urbanisme, zonage U et AU. On peut également afficher les PLU pour identifier le type de zonage sur carte. Donc on voit ici effectivement un parcellaire en 2 AUH qui présente une potentialité. On a une lecture assez exhaustive des propriétés non bâties. Pour le coup, je vais supprimer le PLU pour y voir un petit peu plus clair. Apparaît des parcelles en rouge, en bleu. Pourquoi? Donc les parcelles en rouge sont celles sur lesquelles on a eu soit un dépôt de permis de construire enregistré, soit elles sont concernées par un risque naturel. Donc ça permet d'interroger, de nourrir une discussion avec les élus et peut-être d'évincer d'emblée les parcelles, mettons celles-ci, sur lesquelles il y a probablement un permis de construire. Si j'affiche la couche des permis de construire, on va pouvoir identifier donc si j'ouvre l'outil information, on a effectivement un permis déposé en 2021, donc cette parcelle-là sera peut-être pas forcément examinée avec la commune lors de l'élaboration. Et sur cette base-là, du foncier nu, mais on peut également avoir nécessairement même un regard sur le foncier bâti et les capacités de renouvellement urbain, mais qui se fait peut-être plus en finesse avec la connaissance des interlocuteurs. En l'occurrence, la possibilité ensuite de saisir des secteurs qui feraient l'objet d'une lecture stratégique par l'élu. Alors, je vais peut-être supprimer la requête de gisement qui illustrait on va dire, la capacité d'interrogation du foncier en fonction du zonage d'urbanisme, revenir sur la couche de secteur qui est toujours affichée. Donc là, effectivement, on a un secteur, par exemple, ici. Les informations qui sont associées à chacun des secteurs, admettons celui-ci, vont pouvoir être
interroger d'une part sur la nature foncière, sur les informations de propriété. Donc là, on voit qu'on a 26 bâtiments, une superficie qui est donnée. On mesure quelque part le contexte urbain d'une emprise qui est identifiée pour de la densification et peut-être du renouvellement urbain, avec l'ensemble des lots, des locaux, des comptes de propriété, tels qu'on l'a vu précédemment dans les autres fonctionnalités, et surtout la possibilité, au-delà de l'identification, de mesurer, c'est peut-être pas le bon exemple, de mesurer la programmation et les capacités qui ont été faites. Je vais rechercher des secteurs, donc je retourne dans mes secteurs, recherche de secteurs. Donc là, j'utilise la fonction pour rechercher des secteurs sur un EPCI ou une commune. Admettons que je retourne sur Tonne. Je suis déjà. Je lance là. Je recherche des sites à vocation habitat. Voilà, par ce mode de requêtage, j'identifie toutes les emprises qui ont été saisies lors de la rencontre avec la commune, notamment par exemple cette OAP. Je clique sur son intitulé et j'obtiens effectivement la fiche associée qui permet d'identifier la programmation qui a été faite, en tout cas qui a été soit indiquée par la commune, soit calculée par le bureau d'études en phase de constitution du volet foncier, avec une 60aine de logements ici, dont une part en logements sociaux, qui permettra également de suivre le réalisé. Donc le chargé de mission, au fur et à mesure du suivi du volet foncier du PLH, aura la possibilité d'indiquer la réalité de l'opération par rapport à ce qui était envisagé, d'identifier des informations relatives à la temporalité, là on est sur du moyen terme, des informations relatives à la stratégie également. Par exemple, on voit qu'on a une OAP qui a été définie, un secteur de mixité sociale qui concerne l'emprise, un objectif d'aménagement et de maîtrise foncière publique sur cette emprise, que je peux centrer sur celle-ci par cet intermédiaire. Identifier si des partenaires sont associés à ce projet d'aménagement public, et puis de consulter parcelle par parcelle les informations de commentaires. Donc là, on n'a pas réalisé ce travail à l'échelle parcellaire, mais il y aurait possibilité d'indiquer des notions de dureté foncière, de stratégie, si oui ou non il y a une volonté d'acquisition spécifique de cette parcelle, où en est le portage de l'EPF, le cas échéant, et puis d'obtenir des informations depuis que le secteur a été créé, sur l'évolution en termes de mutation et en termes de construction. Voilà, le système proposera automatiquement, dès lors qu'il y aura une mutation sur cette parcelle-là, la valeur de la parcelle, le nombre de mutations, le nombre de logements qui ont été créés, et si le zonage du PLU a évolué. Donc on voit qu'on a un niveau de suivi qui est assez fin à travers cette fonctionnalité des fiches parcelles, des fiches secteurs. Il est possible d'exporter également cette fiche au format PDF à l'échelle donc du secteur de projet, de manière à disposer des informations exportées. Elle est en train de se générer. Avec sur le secteur une fiche d'identité qui vient compiler l'ensemble des informations cadastrales, qui reprend les éléments de stratégie et de maîtrise foncière qui sont actuellement observés. Et s'il y avait eu d'autres programmations, par exemple sur l'activité économique, les équipements, l'environnement, on reprendrait l'édition, reprendrait l'ensemble des informations qui ont été saisies par l'utilisateur en termes de stratégie et d'outils à mettre en œuvre, de commentaires à l'échelle de chaque parcelle si des contacts ont eu lieu, par exemple, avec les propriétaires ou
en termes de suivi de l'opération. Une démarche assez fine. Donc ça, c'est ce que je viens de présenter, c'est on va dire la consultation des informations à l'échelle d'un secteur. Et dans le cadre d'un plan d'action foncière ou du suivi de l'Observatoire à habitat foncier du PLH, il sera possible, quand Elisa, par exemple, souhaitera avoir une vision d'ensemble du gisement foncier tel qu'il a été recensé et tel qu'il se concrétise, la possibilité d'éditer un tableau de bord de l'ensemble des secteurs qui viennent répondre aux résultats de la requête. Ici, sur tonnes du foncier habitat, on a 23 secteurs qui ont été sélectionnés dans le cadre de ma recherche précédente. Je peux lancer une consultation sous forme de tableau de bord de l'ensemble de ces 23 secteurs et voir la totalité en hectares, le taux de maîtrise publique sur l'ensemble de ces emprises, si on est plutôt en renouvellement en extension urbaine, la temporalité d'élaboration et de concrétisation potentielle de ce gisement pour l'habitat. Donc là, on voit qu'on a 35%, donc presque un peu moins de 4 hectares qui sont potentiellement mobilisables sur un temps court compte tenu des projets identifiés et de la dureté foncière, soit analysée, soit indiquée par les interlocuteurs. Identifier quelle est plutôt les dimensions stratégiques vis-à-vis de ces fonciers. Donc là, on a plus de la moitié des emprises qui sont destinées à une action de maîtrise foncière par la collectivité. Et spécifiquement sur l'habitat, voilà. Bon, là, on retrouve les mêmes éléments puisqu'on a ciblé uniquement le foncier habitat, mais on pourrait avoir une entrée multithématique sur le plan d'action foncière et consulter les informations propres à l'habitat, propres à l'activité, à l'agriculture, à l'environnement, et également sur ces 23 sites qui résultent de la requête et qui sont dans le suivi foncier du PLH, constater les différents prix de marché en termes sur les maisons, sur les appartements, et mesurer, lorsqu'il y aura des évolutions à partir du moment où ils ont été créés, l'évolution dans le temps des prix de marché sur les secteurs qui sont identifiés. Et là aussi, cette fonction de tableau de bord qui permet de suivre les gisements fonciers et le volet foncier du PLH peut être exportée de manière à alimenter voilà, des rendus d'études ou des analyses spécifiques sur le foncier. Je suis en train de générer la fiche tableau de bord des 23 secteurs habitat de la commune de Tonnes. Avec la localisation. Donc là, forcément, j'avais filtré sur l'habitat, donc on a uniquement ces emprises orange qui apparaissent et l'ensemble des informations qu'on a évoquées un peu dans le détail avec les notions de prix, la dimension programmation, les différentes vocations. Donc là, on n'a pas d'informations sur les autres vocations. Et puis la liste de tous les secteurs avec leur nom, leur identifiant pour pouvoir les retrouver facilement dans le MCMA, les éléments de temporalité. Voilà pour une démonstration rapide et j'espère claire de cette fonctionnalité qui est un peu un outil dans l'outil et que depuis la 6.0 est positionné vraiment quelque part en position fondamentale du MCMA, puisqu'on le retrouve systématiquement dans la page d'accueil, la capacité à suivre ces secteurs et ces parcelles favorites. Donc le MCMA a été volontairement placé par la maîtrise d'ouvrage comme un outil de suivi des stratégies foncières et des gisements fonciers. Voilà pour l'illustration de ce qui a été réalisé dans le cadre du PLH de la communauté de communes des Vallées de Tonnes. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas. Elisa, je ne sais pas si tu souhaites compléter cette manipulation.
Non, juste, attendez, pardon, j'avais pas mon micro. Non, mais juste dire que c'est un début un début de travail et qui reste à compléter pour l'enrichir tout au long du plan d'action foncière et de la mise en œuvre du PLH, quoi. Donc voilà, plein de choses intéressantes à venir. Merci. On a une question sur la couche réseaux sociaux. Nombre de logements sociaux par secteur. Alors, on va pas pouvoir le calculer comme on l'a fait sur la requête que j'avais présentée sur le nombre de logements. Par contre, vous avez la possibilité d'interroger la couche relative aux constructions et au programme de logements sociaux, qui est ici. Donc, si je reste ici sur tonnes, je vais enlever les permis, je vais enlever les secteurs. On voit s'afficher effectivement l'ensemble des programmes avec différentes couches qui sont intégrées, les adresses et les informations relatives à ce qu'on a notamment dans RPLS. Donc, quand on clique sur la couche information, par exemple, sur ce programme, on connaît le nom et voilà, le bailleur. On n'a pas spécifiquement, de manière agrégée, les informations. Enfin, on ne peut pas sortir spécifiquement les nombres de logements sociaux depuis le MCMA. Alors, on va pouvoir le consulter à la parcelle. Également, en cliquant sur la parcelle, vous allez pouvoir identifier les lots par nature. Donc, on a 4 appartements. Ici, on voit qu'on a un certain nombre de comptes de propriété, parmi lesquels probablement un bailleur social, ce qui ne me semble pas être le cas ici. Voilà, pour répondre à la question qui figure dans le chat. Donc voilà pour les cas qui ont été que les utilisateurs ont accepté, sur lesquels vous avez accepté de témoigner, Richard, Guy et Elisa. À l'avenir, sur les prochains clubs utilisateurs, n'hésitez pas à vous référer également à votre référent EPF si vous avez un cas intéressant qui pourrait servir de support et d'échange dans le cadre de ce type de webinaire. C'est vrai qu'on ne mesure pas toujours les différents usages et les bonnes utilisations qui peuvent être faites du MCMA, donc n'hésitez pas à vous manifester de manière à ce qu'on puisse mettre en avant et partager l'usage. Voilà, donc on peut désormais clore cette petite partie témoignage et illustration d'utilisation par la présentation des résultats de l'enquête qui a été lancée dans le courant de l'été auprès des utilisateurs. Donc, été oblige, on a eu un taux de réponse qui demeure assez modeste, puisqu'on a 32 réponses qui ont pu être analysées. Cependant, ça permet quand même de souligner les attentes, les premières attentes qui peuvent être questionnées et sur lesquelles on pourra peut-être débattre dans le temps suivant, puisqu'il s'agit vraiment, l'objectif du webinaire, c'est aussi de recenser vos attentes et les évolutions souhaitées de l'outil. Donc, on va pouvoir alimenter ce temps de discussion par la présentation de l'enquête telle que je vais le faire. Donc, une première question liée à cette enquête, c'était la fréquence d'utilisation. Ce qu'on constate, c'est qu'on a quand même plus de la moitié des personnes qui ont répondu qui utilisent le MCMA de manière très fréquente, plusieurs fois par mois, voire plusieurs fois par semaine pour près d'un tiers d'entre eux. Donc, on est sur une solution logicielle qui sert au quotidien un certain nombre d'opérateurs, chargés de mission et autres référents, qui permet d'alimenter votre lecture de la propriété et de la conduite de vos actions foncières. Donc, c'est une très bonne satisfaction du groupement de voir effectivement cet usage régulier du MCMA.
On a tenu également à être à l'écoute des difficultés pour identifier quelles étaient les principales difficultés observées. Donc, on voit que les points de connexion et de navigation, d'affichage de données sont plutôt limpides. On a assez peu de difficultés. Par contre, voilà, quelques besoins d'accompagnement peut-être sur les résultats de requête, le suivi de secteur de projet. On voit que ce sont des secteurs sur lesquels on a eu moins de retours. Donc, les besoins d'accompagnement, de formation peuvent être orientés sur ces questions un peu plus avancées de l'outil. Voilà, sur les difficultés, qu'est-ce qui est remonté? Donc des délais d'affichage un peu longs, ce que j'ai constaté également aujourd'hui. Alors peut-être moins dans la démonstration, au final, je suis un peu soulagé, mais j'étais un petit peu inquiet de la fluidité, mes doutes ont été levés. Mais voilà, parfois des petits problèmes liés au réseau, voilà, une surcharge serveur qui peuvent être peut-être améliorés. La question de la prise en main, et effectivement qui rejoint la question formation. Des difficultés, voilà, le fait de peu pratiquer peut-être est aussi limitant dans la capacité à se plonger dans l'outil, et peut-être par des temps de formation, vous pourriez davantage cerner les usages qui peuvent être faits et peut-être l'utiliser davantage. Encore une fois, c'est vraiment une opportunité pour les territoires adhérents des 5 EPFL et EPFL qui offrent un accès gratuit à ces outils pour leurs adhérents. Donc c'est voilà, c'est vraiment une opportunité et un intérêt à se former pour l'utiliser au mieux. Ensuite, les usages qui sont faits lorsque vous vous rendez sur MCMA. On voit qu'on a énormément d'utilisateurs qui sont plutôt en situation de consultation, d'information à la parcelle, identifier un propriétaire, obtenir les caractéristiques d'une parcelle, ce qui rejoint les témoignages qui ont été faits par Grand Chambéry, par la communauté de communes Cœur de Savoie ou par Agathe, dont l'usage revenait en grande partie sur de la consultation parcellaire. Les références de prix, également en troisième usage. Et enfin, les questions de gisement foncier et de stratégie foncière qui demeurent un peu moins utilisées ou identifiées, avec quelques marges de progrès peut-être sur la formation, l'accompagnement sur ces sujets. On vous a sollicité également pour hiérarchiser les fonctionnalités qui répondaient le mieux à vos besoins, donc entre la visionneuse qui permet l'affichage de couches de données qui répond plutôt très bien aux attentes, la consultation d'informations parcellaires qui répond également très bien aux attentes et même qui dépasse les besoins pour certains qui n'ont pas besoin peut-être d'autant d'informations. Les suivis de secteurs personnalisés, donc mes parcelles, mes secteurs, dont on voit en pressant que le niveau de sans-avis est manifestement supérieur parce que ces personnes-là ne l'utilisent pas forcément. Et peut-être pour celles qui l'utilisent, un degré de réponse partielle, donc peut-être avoir qui pourrait être amélioré sur ces questions-là, tout comme sur les connaissances des transactions, où on va dire le faible niveau de réponse ou l'insatisfaction peut être lu, même si globalement cela répond aux attentes des utilisateurs. Et puis, gisement foncier, on voit vraiment qu'il y a une marge de progrès assez importante, puisque beaucoup des personnes ayant répondu n'avaient pas d'avis sur le sujet, donc n'utilisent assez peu la fonctionnalité. Ensuite, on a questionné sur l'appréciation sur des points spécifiques de l'application, qui sont la qualité de l'interface, la nouvelle interface, l'ergonomie, l'export PDF, les exports PDF et CSV, la capacité de consultation des prix, de requêter, et puis le suivi de l'action foncière qui rejoint un peu la lecture qu'on a fait précédemment, avec
Donc cette nouvelle interface qui date d'un an tout juste, qui est jugée satisfaisante ou très satisfaisante. En tout cas, on n'a pas de point de non-satisfaction. De la même manière sur l'ergonomie, avec peut-être une expérience utilisateur qui est plutôt saluée. Voilà, et quelques points d'attention sur les consultations de prix de marché, sur le suivi de l'action foncière, qui vient appuyer les dires précédents, à savoir plutôt l'accompagnement et le niveau les attentes relatives à la formation. Voilà, on avait quelques besoins qui étaient précisés par les utilisateurs sur une mise à jour des cadastres jugés trop peu fréquentes, et puis des cartes d'aléas naturels qui ne sont pas intégrées. C'est vrai qu'on intègre les servitudes de plan de prévention des risques, mais pas la carte des aléas, à voir si ça peut être à terme un des sujets de développement et d'intégration. Voilà, par rapport à l'expérience utilisateur, dans l'ensemble, on a quelques commentaires ponctuels, avec notamment ce club utilisateur qui est salué pour échanger et exploiter l'outil. Des besoins de démonstration, et puis une fonctionnalité qui pourrait être évoquée. Donc on avait posé cette question un peu à froid avant d'orienter le sujet par différents items. Et spontanément est venue cette question de coupler avec les déclarations d'intention d'aliéner du MCMA pour permettre de mieux qualifier peut-être les DIA et être en appui aux communes sur ces questions de préemption, utiliser le logiciel de manière un peu automatique sur les DIA. Une remarque qui a été faite spontanément avant que l'on liste les pistes d'évolution suivantes, sur lesquelles on retrouve ici l'interopérabilité avec les logiciels de suivi de DIA qui, voilà, pourquoi pas, très pertinent, ça peut être un des sujets. Et parmi les autres pistes que l'on avait soumises, on avait proposé une foire aux questions dictionnaire de données qui suscite un intérêt vis-à-vis d'un potentiel développement, une pertinence certaine, mais peut-être pas forcément urgente. À l'inverse, des questions relatives à l'artificialisation des sols ou aux observatoires de l'habitat et du foncier, sur lesquels les utilisateurs ont manifesté un intérêt particulier. Voilà. Tout comme également le fait de pouvoir être alerté en temps réel des évolutions sur mes parcelles, mes secteurs, de manière à avoir une lecture plus dynamique que c'est le cas actuellement, où l'utilisateur est tenu de se rendre fréquemment sur le logiciel pour assurer son suivi de secteur ou de stratégie, alors qu'on pourrait imaginer avoir des systèmes d'alerte dès qu'une nouvelle transaction a eu lieu, ou le PLU a évolué, ou qu'un permis de construire a fait l'objet à concerner les secteurs de suivi. Voilà pour l'enquête. Et sur cette base, je propose d'animer un temps d'échange sur voilà, peut-être vos attentes vis-à-vis du MCMA, le niveau de satisfaction que vous en tirez, les besoins ou le niveau de non-réponse au contraire de la solution logicielle. C'est le moment peut-être d'ouvrir un peu le champ des possibles si vous souhaitez nous alimenter dans les développements futurs de l'application. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Alors pour le moment, on a des questions, on va dire, plus de logistique. Plusieurs questions identiques. Où est-ce qu'on s'inscrit aux formations webinaires qui vont suivre? Alors, sauf erreur de ma part, ce sont les EPFL qui communiquent auprès de leurs membres sur la tenue des événements, avec un lien d'inscription. Donc je suppose que à confirmer par
par Franck ou toi, Vincent, sur le fait que les invitations pour le prochain webinaire ont bien été adressées. Alors, la prochaine, c'est le 20 septembre, je crois de mémoire. Donc, effectivement, il me semble il me semble que les invitations ont déjà été lancées, mais en tout cas, on va forcément relancer suite à ce club utilisateur. Donc, à chaque fois qu'il y a un webinaire, on envoie un mail pour les inscriptions. On ne fait pas une inscription pour les 4 webinaires, on en fait à chaque fois un par un. D'autres questions? Bonjour, on renoue l'enregistrement de cette présentation en plus du PowerPoint. La réponse est oui. Donc, le temps que l'on récupère le document, qu'on le vérifie si c'est à peu près audible et exploitable, et puis après, effectivement, on vous l'enverra. Il sera mis probablement en lien sur nos plateformes respectives. Après, on a une autre question. Est-ce qu'on peut afficher à l'écran simultanément plusieurs groupes de parcelles favorites? Donc, quand on parlait des secteurs tout à l'heure. Alors, des groupes de parcelles favorites, je ne pense pas que ce soit possible. Par contre, des secteurs de suivi, oui. Donc, si je me rends, par exemple, je vais reprendre la présentation sur le 73, plutôt sur le 74 parce qu'on a des secteurs. En parcelle de favorites, donc j'ai ici plusieurs groupes qui ont été préalablement créés. Ceux-ci ne peuvent pas être affichés dans de manière agrégée. On est obligé de les afficher un à un, ce qui est le cas par exemple sur ces différents secteurs. Mais voilà, donc la réponse sur les groupes de parcelles favorites est plutôt non. On interroge un ensemble de parcelles qui a été enregistré comme étant un groupe. Par contre, sur les secteurs, là, l'approche est différente, puisqu'on est vraiment sur le suivi d'un ensemble de secteurs qui répond à vos stratégies. Et d'une part, il est possible de les afficher, comme je l'ai fait tout à l'heure, via l'arborescence des couches. En affichant la couche secteur, ils apparaissent en bleu. Ce qui permet ensuite de les interroger en cliquant sur secteur ici et un à un de pouvoir ouvrir les fiches associées. Ou de les afficher par ce biais-là, enfin de les requêter par le biais du moteur de recherche des secteurs, indiquant la liste des secteurs obtenus et pouvoir peut-être les sélectionner, zoomer sur peut-être 2 d'entre eux, tout simplement. Donc là, on a un affichage peut-être qui sont un peu à l'autre bout de la commune. Si je cible sur un seul, je vais pouvoir ici afficher l'OAP S1, la Curia S1 et la S2 qui est juste à côté. Donc ces deux secteurs sont ici simultanément affichés dans l'interface cartographique. Une autre question, ce webinaire annuel est à destination de tous les EPF ou uniquement 73 ou 74? Alors, ce webinaire est à destination de tous les utilisateurs de MCMA, c'est-à-dire 73-74, mais aussi Lien, mais aussi Cœur de France et aussi l'Auvergne. Donc après, on a choisi aujourd'hui de parler d'expériences utilisateurs qui étaient plutôt menées en Savoie et en Haute-Savoie, mais n'hésitez surtout pas, dans les autres territoires, à faire remonter vos expériences respectives pour qu'on puisse partager avec le groupe utilisateur. Ce sera avec grand plaisir que l'on évoquera d'autres cas concrets dans d'autres départements. Alors, on vient d'avoir une question sur l'utilisation tablette, iPad et autres ordinateurs avec des fonctionnalités similaires. Alors, à l'origine, on a eu un développement qui était dit responsive design, qui permettait d'intégrer le MCMA sur différentes plateformes, donc ce qui est le cas aujourd'hui. Via un navigateur Internet installé sur ces plateformes, vous avez la possibilité
de consulter le logiciel sous une forme soit simplifiée si vous fonctionnez d'office avec les paramètres qui sont donnés par le navigateur, soit parfois en cliquant sur afficher la version ordinateur, ce qui vous permettra d'afficher l'environnement tel que vous l'avez ici, enfin, tel qu'on vous l'a présenté et tel que vous l'avez sur ordinateur. Donc théoriquement, on est sur un site, enfin, le MCMA reste un site internet, une application web qui permet d'être utilisée sur terminaux mobiles, et ce qui est notamment utile quand vous êtes sur le terrain, sur une parcelle. Il y a une fonction de localisation, de géolocalisation, si vous avez un terminal équipé d'une connexion type 4G, qui vous permet de vous localiser directement sur la parcelle et d'afficher les informations de visu in situ. Après, on procède trimestriellement en interne avec le groupement à un suivi des points de connexion et de l'utilisation du MCMA. C'est vraiment pas l'usage dominant du logiciel, avec assez peu au final d'utilisateurs qui l'utilisent sous cette forme. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou des besoins à combler qui pourraient être étudiés par le groupement de commande dans des développements futurs. Et peut-être rebondir sur la lecture du graphique qui est affiché ici, notamment sur les questions de problématiques ZAN et d'observatoire habitat foncier. Si vous rejoignez la trentaine de réponses qui a été faite à l'enquête, ou sur le lien avec les DIA ou les évolutions dynamiques en termes de veille foncière et d'évolution de secteur de suivi. Juste pour compléter, bien entendu, on a un budget de développement annuel de différents modules. Hein. Ce que vous voyez à l'écran ici sont des pistes de travail sur lesquelles ça nous paraît intéressant de nous engager. Ceci étant dit, il sera compliqué de tout faire tout de suite en même temps, puisque ce sont quand même des gros développements. Donc, c'est pour ça que n'hésitez surtout pas à vous manifester pour qu'on puisse prioriser les développements qui sont les plus souhaités par vous, utilisateurs. Voilà, si personne d'autre ne souhaite intervenir ou rebondir sur les présentations, je tiens à remercier les 4 témoins qui ont accepté de jouer le jeu de la présentation et pris un peu de temps pour la préparation. Donc, merci à tous les 4. Merci à tous pour vos connexions. On a été près de 80 participants au point haut du webinaire. Donc, merci beaucoup pour vos connexions et votre intérêt pour l'outil. Merci à vous. Merci, à très bientôt au cours de formation. Merci. Et au Merci beaucoup. prochain webinaire au club utilisateur. Merci. Au revoir à tous. Au revoir, bonne soirée à tous. Merci. Merci.